Bienvenue, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. La ponérologie politique en Afrique contemporaine, c'est le titre de l'un des 5 ouvrages du Gabonais Steve Nzego Dieko, publié aux éditions Vérone, l'homme à la plume fertile. Il est par ailleurs maître de conférence à l'université Omar Bongo de Libreville, au Gabon, spécialisé en sociologie politique et relations internationales. Mais de quoi parle-t-il dans son livre? Nous ne le recevons en personne pour en parler. Il est notre invité. Steve Nzego Dieko, bienvenue. Merci, M. Togbe, pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a inspiré chez vous l'écriture de ce livre que vous avez titré Ponérologie politique en Afrique contemporaine? Je crois qu'il y a deux possibilités. La première, c'est d'abord en qualité d'enseignant-chercheur. Et la deuxième, dans une ancienne vie, j'ai occupé un certain nombre de fonctions politiques. Et donc, conjuguer ces deux éléments m'ont amené à produire, à écrire cet ouvrage en apportant, n'est-ce pas, une certaine nuance dans la lecture, ce qu'on peut appeler les nouvelles taxonomies des coups d'État militaires en Afrique. Alors, c'est intéressant la méthode que vous avez adoptée. Ou on va dire la méthode d'analyse. Merci. Vous avez structuré votre réflexion autour de ce que vous avez appelé le syndrome d'Hubris. C'est quoi ce concept? Le syndrome d'Hubris, c'est un de mes ouvrages que j'ai publié. Le syndrome d'Hubris est considéré en réalité comme une pathologie du pouvoir et qui s'est traduit, n'est-ce pas, par un certain nombre de symptômes, ouais. Entre autres la déconnexion avec la réalité, l'autosuffisance, comment dirais-je, une autre caractéristique de ce syndrome, c'est surtout la manière de penser, effectivement, que le pouvoir est éternel. Et donc, ramener à tout cela m'a amené à essayer de donner une autre lecture du pouvoir en Afrique, mais surtout en tirant, n'est-ce pas, des conséquences de ce qu'on observe ici et là. Et donc, je propose un certain nombre de choses dans ces ouvrages pour donner une autre lecture, une autre grille de lecture dans la manière de concevoir et de comprendre finalement le pouvoir ou la démocratie en Afrique. Parce que pour moi, je pense que le tournant des années 1990, dans la plupart de certains pays africains, a été un tournant presque un échec cuisant. Un échec cuisant, on va en parler tout à l'heure de façon plus concrète. Vous dites, Steve Dieko, qu'il y a chez nos dirigeants sur le continent une confiance excessive et un détachement de la réalité, ce qui affecte leur gouvernance. Je crois que c'est une lecture que j'ai pu observer de l'intérieur aussi. Je vous rappelais que dans une ancienne vie, j'ai quand même occupé un certain nombre de fonctions politiques et c'est ce qui m'a amené à percevoir ou à voir dans l'attitude d'un certain nombre de leaders politiques ou de dirigeants africains. Je crois que c'est un mal que l'on peut observer et qui, malheureusement, affecte non seulement la gouvernance de la plupart de nos États. Je crois que, manifestement, ça peut s'expliquer sur plusieurs angles. La première chose, c'est peut-être l'histoire, le rapport de l'Africain avec le pouvoir. Non, mais c'est un phénomène général. Parce que c'est très intéressant, cette histoire de distanciation, ou si on veut, cette réalité qui est qu'une fois qu'on élit nos dirigeants et qu'ils sont là-haut, ils se créent un monde à eux et se coupent de la réalité. C'est même pas qu'africain, oui, mais bon, c'est quasi universel. Je crois que, à la différence de certains nombres d'autres pays, c'est qu'il y a une forme d'organisation institutionnelle qui fonctionne, entre guillemets, la démocratie fonctionne. Or, dans la plupart de nos États, on a comme une forme de confiscation ou de perversion, n'est-ce pas, du pouvoir politique, avec des élections qui sont mal organisées, une forme de personnification finalement du pouvoir, où la plupart de nos dirigeants restent finalement éternels, ou alors les élections sont mal organisées. Donc il y a quand même ce que j'appelle une forme de désenchantement finalement de la démocratie dans la plupart de nos États. Ce qui est différent, n'est-ce pas, dans les pays occidentaux où on fait 1 ou 2 mandats et après, bon, si on n'a pas tenu nos promesses, le peuple nous remercie.
C'est intéressant la question de la déconnexion de nos élites et de nos dirigeants de la réalité que vous évoquez. Et dans ce livre, je me rappelle, et quand je faisais une émission sur le procès des Bongo dans Oui. votre pays, Oui. et le Gabon, je me souviens que le procureur d'Imminent s'indignait du montant massif des sommes détournées. Et il ajoutait, dans un pays où il y a du délestage. Et moi, souriant, je me posais la question si Valentin Bongo savait ce qu'on appelle le délestage, s'il avait déjà mis pied une fois dans un dispensaire gabonais. Écoutez, c'est à lui à répondre à cette question. Je suis très Donc mal ça vient de là, le fait d'être déconnecté de la réalité de vos compatriotes. Si j'ai toujours eu, porté moi depuis enfant à mon poignet une montre de 500 000 euros, pourquoi voulez-vous que j'offre des montres de 5 000 euros à mes copains? Je vous laisse la liberté de vos propos, mais ce qu'il faut considérer dans le fonctionnement ou la dynamique réelle de la plupart de nos régimes politiques, c'est qu'il y a un malaise, finalement. Il faut l'observer. La mauvaise gouvernance, la corruption, le clientélisme. Et donc, tous ces phénomènes contribuent, pour ne pas dire entravent, finalement, le développement de la plupart de nos États. Et c'est cela, véritablement, le problème. C'est pour cela, à titre personnel, je crois que, fondamentalement, ce qu'il faut, je crois que c'est une des propositions que j'essaye modestement de proposer dans un de mes ouvrages, notamment sur le syndrome, c'est qu'il faut créer les conditions d'une banalisation finalement de l'alternance. De l'alternance. Oui, je crois que c'est cela. Il ne faut plus que ce soit un événement exceptionnel. Voilà, il ne faut plus que être au pouvoir, finalement, ça soit un mythe ou une mystification. On est là pour servir, et finalement, quand on ne peut pas, il faut qu'on y est, on repart faire autre chose. Avant d'en venir aux solutions, Steve et Diego, vous avez à chaque fois pris soin dans votre livre, à chaque fois vous parlez de coup d'État, vous parlez de coup d'État militaire, vous ajoutez le qualificatif militaire. Oui. Et vous citez 4 pays d'analyse, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et votre pays, oui. Le Tchad, oui. Et votre pays, le Gabon. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'il faut comprendre quoi? Qu'il y a dans votre psyché, dans votre entendement, qu'il y a d'autres formes de coup d'État aussi. Oui, bien sûr. Quand on parle, par exemple, de... Voilà pourquoi je prends la peine de justifier cela ou de préciser, parce que ça peut être un coup d'État militaire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est orchestré par les militaires pour l'accession au pouvoir. Mais il y a d'autres formes de coup d'État. Il peut être un coup d'État électoral. Ou institutionnel. Ou institutionnel ou civil. Ou civil. Donc voilà, je fais une démarcation conceptuelle entre ces différents termes, mais dans le cas espèce de mon ouvrage, je reste focus sur ce qu'on appelle donc la nouvelle taxonomie des coups d'État militaires en Afrique, notamment en Afrique francophone, où je donne une lecture assez nuancée de ce que j'appelle aujourd'hui, qui constitue pour moi, fondamentalement, je suis pas favorable au coup d'État militaire. Mais je nuance que sur un propos... Ah, vous êtes favorable aux autres formes de coup d'État? Non, de manière générale. Ah oui, de manière générale. Oui. Mais je nuance en disant que si on arrive au coup d'État et que vouloir régler un problème, il faut qu'on arrive à le régler. Et si on arrive, on fait un coup d'État et qu'on ne règle plus finalement les problèmes pour lesquels on a dénoncé, pour moi, oui. J'estime que c'est ça le fond. Il y a un problème d'ordre intellectuel qu'il faut régler, Steve et Diego. Nous sommes aujourd'hui moulés dans un débat absurde où finalement 2 illégitimités se font la guerre. Des civils qui font des coups d'État institutionnels, qui disent que les militaires n'ont pas, eux, le droit de faire des coups d'État. Des militaires qui font des coups d'État et qui disent, oui, mais nous, on est militaires, d'accord, mais eux aussi, vos civils aussi font des coups d'État, puisqu'ils tripatouillent les constitutions, ils font du hold-up électoral. Nous, on se situe comment par rapport à ça? Je crois que le débat est assez simple, même si la question est fondamentale, et oui. je vous en remercie. Finalement, la grande question, allez, je dirais, épistémologique, c'est se dire, s'il y a coup d'État, quelle que soit la forme institutionnelle, c'est qu'il y a fondamentalement un problème constaté. Oui. Mais que finalement, le régime militaire, puisque vous savez, le Nigeria, par exemple, qui est resté 30 ans sous un régime militaire, ça n'a pas résolu finalement les problèmes. Moi, ma question, elle est inverse. Je me dis, s'il y a une recrudescence finalement des coups d'État en Afrique, parce qu'il faut le dire, c'est près de 75 ans que nous connaissons les coups d'État, entre 63 et 70 ans, si on s'en tient aux années 1953, 63, au Bénin, et c'est donc, pour moi, considérable, puisque quand on regarde la pléthore ou la flairaison des coups d'État militaires en Afrique, on peut s'en inquiéter. Mais la grande question, finalement, c'est que
de tout cela, des années 70, on parle des coups d'État révolutionnaires avec les Sankara, etc. Mais en 2021, 2022, 2023, quel est finalement le regard qu'on peut porter sur cela? Puisque la grande question, c'est, on vient régler des problèmes, mais que manifestement, quand on observe sur le plan politique, institutionnel, économique, les choses n'évoluent pas pour autant. C'est pour cette raison, dans l'ouvrage, je pense qu'il faut créer les conditions de gouvernance, les conditions de transparence électorale et les conditions d'alternance, ce que j'appelle la banalisation de l'alternance. Parce que si on crée cela, les militaires ne viendront plus créer de troubles, puisque les choses seront très claires. Oui, mais en amont, la question n'est pas réglée. Oui, je vous écoute. Mais la question de la guerre entre ces deux formes d'illégitimité, parce que même si tu gouvernes bien après, il faut bien venir au pouvoir. Oui. Et là, on assiste à une forme d'impuissance des organisations sous-régionales, où au fond, on l'a vu en 2023, la CEDEAO était prête à engager des militaires pour aller déloger Abdourahmane Tiani à Niamey, mais ne dit rien quand c'est des coups d'État institutionnels. Au fond, on voit qu'il y a une forme d'impuissance politique et institutionnelle, y compris de la part des organisations sous-régionales, qui ne savent pas comment s'en sortir avec ça. Je crois qu'il y a une forme de naïveté, finalement, ou bien de complicité tacite, finalement, quand on observe. C'est pour cela qu'il faut s'en méfier. Si on ne crée pas les conditions, et ça, je reviens sur ça, si on ne crée pas les conditions réelles de transparence, de gouvernance, de démocratie, dans la plupart de nos problèmes, dans la plupart de nos États, je ne pense pas qu'il y aura véritablement, dans le processus de démocratie, finalement, des conditions réelles d'apaisement, parce qu'un coup d'État, forcément, amène des divisions dans une société, dans un État. Et donc, c'est pour ça qu'il faut penser à régler ces questions. Si en France, où nous sommes, la Révolution française, américaine, britannique, c'était pour cela, créer les droits de liberté, etc. Donc, dès lors qu'ils ont résolu ce problème, ils ont mis en place les conditions de démocratie, même si, aujourd'hui, on observe que les valeurs idéologiques de la démocratie et autres sont dans un état de décomposition extrême. Mais, toujours est-il, il faut regarder ces conditions, et avec les hommes qui peuvent diriger. Steve Nzego, le problème n'est toujours pas réglé. Oui. Vous avez un gouvernant ou des gouvernants qui vous disent, moi j'ai bien gouverné, j'ai fait beaucoup de projets, j'ai transformé le pays, je ne comprends pas pourquoi vous me demandez de partir. Et là, on a vu l'autre fois, c'était amusant. Le président ougandais Yoweri Museveni dit, mais j'ai encore quelques projets. Je demande un 6e mandat, venez voter pour moi. J'ai encore quelques projets à conduire à terme. Et puis, en Afrique francophone, vous avez aussi d'autres dirigeants qui sont, et ils sont de bonne foi. Hein. Ils ne comprennent pas pourquoi on leur dit de partir alors qu'ils ont bien travaillé. Vous qui parlez de bonne gouvernance, oui, ce n'est pas parce que tu as bien dirigé un pays que quand la Constitution dit 2 mandats, que les 2 mandats arrivent à terme, c'est pour cela qu'il existe de la démocratie, parce qu'il y a des démocrates. C'est un principe simple, cher Togbe. Je crois que le reproche qu'on peut faire, et ça est fondamental, et je pense que l'analyse que vous faites est excellente, parce que ça donne finalement le problème en se disant, mais quelle que soit la volonté finalement de chacun d'entre nous, on voit manifestement pas aucune volonté. C'est pour ça que je dis, il faut respecter les règles de jeu. C'est la démocratie, c'est la loi, c'est l'état de droit, monsieur. Si les conditions ne sont pas réunies, quelle que soit la volonté, aux États-Unis, on dira, bon, peut-être que c'est un des vieux pays de la démocratie au monde, mais ces 4 mandats, quelle que soit la volonté, l'amour qu'on a pu avoir, par exemple, pour prendre l'exemple de Barack Obama, les gens auraient peut-être voulu qu'il fasse un 3e ou un 4e mandat. Mais c'est la loi, il faut la respecter. Et je crois que, de mon point de vue, c'est le principe sacro-saint qu'il faut la respecter. Dès lors qu'on aura respecté l'état de droit, dès lors qu'on aura tout fait, mis en exergue, toute l'énergie possible pour la création de la transparence, de la démocratie, de l'état de droit, de la gouvernance, je pense qu'il va aller. Et Dieu merci que sur les 54 pays, il y a quand même des pays qu'on peut citer, qui fonctionnent bien. De vrais exemples. Là où la problématique, et ce sera ma dernière question, Steve, Diego, là où la problématique se complexifie, c'est que vous avez effectivement des gens qui arrivent au pouvoir, non pas par des élections, mais par coup d'État, mais qui font bien. Là, j'ai des amis burkinabés, et un me disait récemment, si on organise aujourd'hui une présidentielle au Burkina, l'ONU peut venir organiser de façon la plus transparente possible une présidentielle, le président sera élu haut la main. Parce qu'il est populaire, il fait de bonnes choses, il fait des choses que personne avant lui n'a fait, en tout cas depuis Sankara. Pourtant, il n'a pas été démocratiquement élu.
Je crois que c'est ça. C'est là où le paradoxe devient total. C'est cela le paradoxe de l'histoire, pour parler comme Hegel, la ruse de l'histoire. Mais je crois qu'il ne faut pas se cantonner seulement à un seul exemple. Et je crois que le Burkina Faso que vous citez est un très bon exemple, mais en même temps, il faut créer. Ne nous réjouissons pas de cela. Ce qu'il faut, comment dirais-je, amener, c'est de créer les conditions de transparence, de créer les conditions de démocratie. Oui. Parce que les bons exemples entraînent toujours, ou les mauvais exemples entraînent toujours les mauvais exemples. Donc il faut créer ces conditions pour que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'Afrique se rime justement aux valeurs idéologiques, démocratiques, même si aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en déphasage avec la réalité idéologique de la démocratie. Et donc, il faut, et je vais terminer par là, comprendre le corps social, politique, environnemental de l'Afrique pour être en phase avec l'esprit du temps. Il y a un autre paradoxe, Steve Dieko, oui. Et on va finir là-dessus. C'est nos rapports au pouvoir et nos rapports sociologiques au pouvoir. Quand un homme est ministre, son village est content, sa famille est contente, son cercle d'amis est content. Mais quand je dis tout le monde est content, c'est qu'on s'attend à ce qu'il résolve les problèmes. Pourtant, il n'a un salaire et il devrait normalement s'en tenir à son salaire. Mais du coup, nous avons nous-mêmes sociologiquement des attentes vis-à-vis de nos élites qui font que ils ont un rapport finalement ambigu avec la chose publique et donc au pouvoir. Vous savez pourquoi Non, dites-nous. Je vous dis clairement, c'est parce que la plupart de nos populations sont paupérisées. Ouais. C'est la question de la misère, c'est la question de la pauvreté. Si, à l'inverse, il y avait une classe moyenne africaine qui pouvait vivre convenablement, avoir un certain nombre de niveaux, la question de la nomination, bien sûr, la question de la nomination ne serait pas un problème. Et alors que même être ministre devait être démystifié, en se disant, il est là parce qu'il répond à une sollicitation du président de la République et naturellement se mettre au service de l'État et non de son village ou de son clan. La ponérologie politique en Afrique contemporaine, publié aux éditions Vérone. C'est le titre de votre livre qui a fait l'objet de notre entretien de ce jour. Merci Steve Dieko d'avoir été notre invité. Merci. Mesdames et messieurs, c'était notre invité. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre invité.